السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. إذن أواصل قراءة هذا الكتاب اللي هو بعنوان لونفون الطفل. الكتاب ديال ماريا مونتيسوري. إذن كما هو مبين في العنوان إن شاء الله داير هاد الليلة واخا بديت شوية روطار. داير هاد الليلة إن شاء الله نقرأ هاد الكتاب على الفيسبوك مباشرة كله تنكملو. وأنا واصل في الصفحة 51. إذن 25% اللي قرأت. Un nouveau chapitre, donc le chapitre, le rajay, l'ordre intérieur. La sensibilité à l'ordre existe chez l'enfant à la fois extérieurement et à l'attrait au rapport entre l'enfant et l'ambiance, et intérieurement, et elle lui fait prendre conscience des différentes parties de son propre corps et de leur position. C'est ce qu'on pourrait appeler l'orientation intérieure. L'orientation intérieure a été étudiée par la psychologie expérimentale. Celle-ci a reconnu l'existence d'un sens musculaire qui permet à un individu de se rendre compte des différentes positions des membres du corps et que régit une mémoire spéciale, la mémoire musculaire. Une telle explication établit une théorie purement mécanique fondée sur l'expérience des mouvements accomplis consciemment. Par exemple, l'individu bouge un bras pour prendre un objet. Ce mouvement est perçu, enregistré par la mémoire et peut se reproduire. L'homme aurait donc la faculté de décider de remuer son bras droit ou son bras gauche, de se tourner d'un côté ou de l'autre grâce à l'expérience qui le fait agir successivement selon la raison et la volonté. Or, l'enfant a manifesté l'existence d'une période sensible très développée en rapport avec les positions du corps, bien avant qu'il puisse se mouvoir librement et par conséquent faire des expériences. C'est-à-dire, la nature prépare une sensibilité spéciale aux attitudes et aux positions du corps. Les vieilles théories s'appuyaient sur le mécanisme nerveux. Les périodes sensibles s'appuient sur des faits psychiques. Ce sont des éclairs, des vibrations spirituelles qui préparent la conscience. Ce sont des énergies qui partent du néant pour donner naissance aux éléments fondamentaux qui serviront à la construction future du monde psychique. C'est donc par un don de la nature qui débute cette élaboration, et les expériences conscientes ne font que développer ce don. Les expériences négatives qui dénoncent non seulement l'existence mais l'acuité de cette période sensible se font quand dans l'ambiance surgissent des circonstances qui font obstacle au paisible développement des conquêtes créatrices. Alors naît chez l'enfant une agitation souvent violente qui n'a pas seulement les caractères bien connus du caprice invincible, mais qui peut présenter les apparences de la maladie et qui résiste à tous les traitements tant que persistent les circonstances défavorables. Tombé l'obstacle, le caprice et la maladie disparaissent immédiatement, et cela indique clairement la cause du phénomène anormal. Une nurse anglaise cite un exemple intéressant. Devant s'éloigner quelque temps de la famille dont l'enfant était confié à ses soins, elle laissa pour la remplacer une nurse également expérimentée. Celle-ci trouva la tâche facile auprès de l'enfant, sauf pour lui donner son bain. L'enfant s'agitait et se désespérait. Les pleurs n'étaient pas sa seule réaction. Il se défendait avec des mouvements violents et cherchait à s'échapper des mains de la nurse. Celle-ci apportait chaque jour des soins plus minutieux dans la parfaite préparation du bain, mais en vain, et peu à peu, l'enfant la prit complètement en aversion. Quand la première nurse revint, le petit redevint calme et gentil et se laissa baigner en manifestant son plaisir. La nurse avait passé par notre école. Elle fut intéressée par l'incident et chercha l'élément psychique auquel pouvaient se rattacher les phénomènes survenus en son absence. Elle chercha patiemment à interpréter les mots,
imparfait que disent les tout petits, les tout petits enfants, et elle put arriver à cette conclusion. Le petit avait trouvé la seconde nurse méchante. Pourquoi? Parce qu'elle lui donnait la main à l'envers. Les deux nurses constatèrent en effet que, tandis que la première prenait l'enfant de la main droite, du côté de la tête, et de la main gauche du côté des pieds, la seconde nurse avait l'habitude de faire le contraire. Un autre exemple montre une agitation plus grave, puisqu'elle prit la forme de la maladie, tandis que les causes étaient moins faciles à repérer. Je m'y trouvais mêlé, quoique je ne sois pas intervenu directement, mais en ma qualité de docteur, je pus assister à tout le processus. L'enfant en question n'avait pas 18 mois. Sa famille arrivait d'un long voyage et l'enfant était vraiment trop petit pour en avoir supporté les fatigues. C'était là, du moins, l'opinion de tout le monde. Les parents racontaient pourtant qu'en voyage, il ne s'était produit aucun incident. Ils avaient chaque nuit ils avaient couché chaque nuit dans d'excellents hôtels, prévenus d'avance. La chambre et la nourriture avaient été spécialement préparées pour l'enfant. Il se trouvait à présent dans un bel appartement meublé. Il n'y avait pas de berceau, mais l'enfant dormait dans un grand lit avec sa maman. La maladie de l'enfant avait débuté une, par une agitation nocturne et des troubles digestifs. La nuit, il fallait promener le petit et on attribuait ses cris à des douleurs. On avait appelé des médecins. L'un d'eux avait ordonné des aliments modernes à base de vitamines qui arrivaient préparés avec le plus grand soin. Les bains de soleil, les promenades et les traitements physiques les plus perfectionnés n'avaient apporté aucun soulagement. L'état de l'enfant empirait et la nuit était pour toute la famille une veille épuisante. Une veille, une veille épuisante. À la fin, à la fin survinrent les les convulsions. L'enfant se tordait en un spasme impressionnant. Les accès se manifestaient jusqu'à 2 et 3 fois par jour. On décida de consulter le médecin le plus réputé pour les maladies nerveuses d'enfants et l'on prit jour. Ce fut en cette circonstance que j'intervins. L'enfant semblait sain et d'après le récit des parents, il avait été bien portant et tranquille pendant tout le voyage. Il devait donc y avoir là une cause psychique. Pendant que je me faisais cette opinion, l'enfant était sur le lit, en proie à un de ces accès d'agitation. Je pris 2 fauteuils et les mis l'un en face de l'autre, de façon à former une espèce de petit lit entouré de dossiers, ressemblant à un berceau. Je disposai dedans draps et couvertures et mis le tout en silence à côté du lit. L'enfant me regarda, cessa de crier, roula sur lui-même jusqu'au bord du lit, se laissa choisir dans le berceau improvisé et s'endormit immédiatement. Ces troubles ne se reproduisirent jamais. Ne se reproduisirent jamais. L'enfant était évidemment sensible au contact d'un petit lit entourant son corps, et contre les parois duquel ses membres trouvaient un appui, le grand lit était pour lui sans protection. Un désordre intérieur en avait surgi, causant ce conflit pénible qui avait nécessité les soins de tant d'hommes de science. Les périodes sensibles sont si puissantes, elles sont les coups d'aiguillon donnés, donnés par la nature créatrice. L'enfant ne sent pas l'ordre comme nous le sentons nous-mêmes. Nous sommes déjà riches d'impressions et devenus indifférents. L'enfant est pauvre et vient du néant. Tout ce qu'il fait, il le fait avec rien. Il est seul à ressentir les fatigues de la création qui nous font ses héritiers. Nous sommes comme les fils d'un homme qui gagne des richesses à la sueur de son front.
et nous ne comprenons rien aux luttes et aux fatigues que doit se tenir notre Père. Nous sommes ingrats et froids, dans une attitude de supériorité parce que nous sommes bien installés et bien partagés par la société. Il nous suffit désormais d'user de la raison que l'enfant nous a préparé, de la volonté qu'il nous a construite, des muscles qu'il a animés pour que nous puissions les employer. Nous pouvons nous orienter dans le monde parce qu'il nous a fait don de cette faculté et nous sommes conscients de nous-mêmes parce qu'il nous a préparé cette sensibilité. Nous sommes riches parce que nous sommes ses héritiers et lui, il a extrait de rien toutes les fondations de notre vie. L'enfant accomplit l'immense effort de faire le premier pas, celui qui va du néant aux origines. Il est si près des sources de la vie qu'il agit pour agir. C'est ainsi que s'exécute le plan de la création dont nous n'avons ni connaissance ni souvenir. L'intelligence. Nouveau chapitre, l'intelligence. L'intelligence. L'enfant nous a démontré que l'intelligence ne se construisait pas lentement de l'extérieur comme le concevait la psychologie mécanique, celle qui influence encore pratiquement l'éducation et par conséquent le traitement de l'enfant. D'après cette conception, les objets extérieurs heurtent et forcent, pour ainsi dire, la porte des sens en pénétrant grâce à une transmission venue de l'extérieur. Les objets s'insinuent dans le champ psychique, s'associer les uns aux autres et peu à peu, en s'organisant, contribuent à la construction de l'intelligence. L'ancien adage nihil et intellectu quod non feri in sensu, هذا مكتوب باللاتينية. Il n'est rien dans l'intelligence qui n'ait été perçu par les sens. Résume cet ensemble de phénomènes. Ce concept soutient que l'enfant est psychiquement une chose passive, à la merci de l'ambiance et par conséquent sous la complète direction de l'adulte. À cela doit s'ajouter l'autre postulat répondu que non seulement l'enfant est passif au point de vue psychique, mais qu'il est comme un vase vide, partant un objet à remplir et à modeler. Notre expérience ne rabaisse certes pas l'importance de l'ambiance dans la construction de l'esprit. Il est bien entendu que notre pédagogie donne à l'ambiance une importance si grande qu'elle en fait la base centrale de toute la construction pédagogique. Il est aussi à remarquer que les sensations sont envisagées par nous d'une façon plus fondamentale et plus systématique qu'elles ne le furent jamais dans aucune autre méthode d'éducation. Il y a pourtant une différence subtile entre le vieux concept de l'enfant passif et la réalité. C'est l'existence de la sensibilité intérieure de l'enfant. Il y a une période sensible très prolongée qui dure presque jusqu'à l'âge de 5 ans et qui rend l'enfant capable d'une façon vraiment prodigieuse de s'approprier les images et l'ambiance. L'enfant est donc un observateur qui enregistre activement les images au moyen de ses sens, ce qui est autre chose que de les recevoir ainsi qu'un miroir. On peut remarquer qu'il le fait grâce à une impulsion intérieure, à un sentiment, à un goût spécial et que par conséquent, il choisit les images. James illustre cette constatation quand il dit que personne ne voit jamais un objet dans la totalité de ses détails, mais que chaque individu en voit seulement une partie d'après ses propres sentiments,
ses propres intérêts. C'est pour cela qu'une même chose est décrite différemment par les différentes personnes qui l'ont vu. Ces exemples étaient excellents. Il disait, si vous avez une robe neuve qui vous plaise beaucoup, vous observerez tout particulièrement dans la rue les robes des personnes élégantes et vous courez ainsi le danger de finir sous une auto. On pourrait se demander quelles peuvent être chez le petit enfant les préoccupations qui le conduisent à choisir parmi les images infinies et mélangées qu'il rencontre autour de lui. Il est évident que l'enfant ne peut pas avoir cette préoccupation d'origine extérieure citée par James parce qu'il n'a pas encore d'expérience. L'enfant part de rien et devient précisément l'être actif qui doit avancer tout seul. La base autour de laquelle agissent intérieurement les périodes sensibles, c'est la raison. Le raisonnement germe peu à peu comme une fonction naturelle, comme une chose vivante qui croît et qui se concentre grâce aux images prises à l'ambiance. C'est la force irrésistible, l'énergie primordiale, les images s'organisent tout de suite au service du raisonnement et c'est pour le service du raisonnement que l'enfant absorbe tout d'abord les images. On est avide et on peut dire insatiable. On a toujours constaté que la lumière, les couleurs, les sons avaient beaucoup d'attrait pour lui. Et l'on jouit avec une vivacité évidente. Mais nous voulons montrer le phénomène intérieur, c'est-à-dire le raisonnement en tant que mouvement spontané. Bien qu'il s'agisse ici d'un raisonnement à l'état de germination, il va de soi que de telles conditions psychiques chez l'enfant réclament notre aide et notre respect. L'enfant passe de néant aux origines en créant ce qui caractérise la supériorité de l'homme, c'est-à-dire la raison. C'est dans cette voie qu'il avancera, bien avant que ses petits pieds commencent à cheminer dans celle où évoluera son corps. Un exemple éclaire mieux qu'une discussion. Je citerai donc un exemple impressionnant. Il s'agit d'un enfant de quelques semaines qui n'était encore jamais sorti depuis sa naissance. La nurse le tenait dans ses bras quand ensemble se présentèrent à lui son père et un oncle qui vivaient dans la même maison. Les deux hommes avaient à peu près la même stature et le même âge. Le petit eut un mouvement de surprise et presque d'épouvante. Alors les deux hommes, qui avaient des notions de notre psychologie, cherchèrent à aider l'enfant en évitant de l'agiter. Ils restèrent auprès de lui, mais en se séparant, l'un allant à droite, l'autre à gauche, tout en restant à portée de sa vue. Le petit enfant se tournait pour regarder l'un d'eux avec une préoccupation évidente et après l'avoir fixé, lui souriait. Mais tout à coup, son regard reprenait une expression préoccupée, épouvantée et d'un mouvement rapide cherchait l'autre, qui à son tour et regardait l'engouement. Ce n'est qu'après quelque temps qu'il lui souriait, répéta ses alternatives de préoccupation et de sourire, les accompagnant d'un mouvement de la tête de gauche à droite une dizaine de fois avant de réaliser que les hommes étaient deux. C'étaient les deux seuls hommes qu'il avait jamais vus jusqu'à alors. Chacun d'eux lui avait souvent fait fête, l'avait pris dans ses bras, l'avait flatté d'un mot affectueux. Il avait bien compris que c'était un être différent de sa maman, de sa nurse et du groupe féminin qu'il avait l'habitude d'observer dans la maison. Mais n'ayant jamais vu les deux hommes ensemble, il s'était fait l'idée qu'il n'existait qu'un seul homme. De là
son épouvante à réaliser tout d'un coup que cet être qu'il avait si péniblement tiré hors du chaos brusquement se dédoublait. Il venait de découvrir sa première erreur. Pour la première fois, à 4 semaines, l'inanité de la raison humaine s'était présentée à son esprit dans sa lutte au cours du processus de l'incarnation. Dans une autre ambiance où les adultes n'eussent aucune notion de la vie psychique de l'enfant dès sa naissance, l'incident serait resté insoupçonné et l'enfant n'aurait pas trouvé l'aide précieuse que lui donnèrent les deux hommes en lui facilitant un pas difficile, un effort vers, euh, vers la réalisation de la conscience. Voici des exemples d'enfants plus âgés. Une petite fille de 7 mois, assise par terre sur un tapis, jouait avec un coussin. Sur l'étoffe du coussin, des fleurs et des enfants étaient imprimés. La petite fille, dans un joyeux enthousiasme, sentait les fleurs et embrassait les enfants. Une bonne ignorante à qui l'enfant était confié interpréta ainsi ses gestes. L'enfant s'amusait à tout sentir, à tout embrasser. Aussi s'empresse-t-elle de lui donner une toute espèce d'objet en lui disant sans celui-ci embrasse celui-là. Sans celui-ci embrasse celui-là. Et ainsi, cet esprit qui était en train de s'organiser, qui reconnaissait les images, accomplissant dans la joie et la tranquillité un travail de construction intérieure, resta dans la confusion. Son effort mystérieux vers l'ordre intérieur venait d'être brisé par une adulte incompréhensive, comme une construction de sable par la vague. Elle résulte d'un grand nombre d'expériences, une certitude absolue, c'est que les enfants, dès la première année, ont recueilli les impressions sensorielles de l'ambiance, avec tant de clarté qu'ils reconnaissent les figures représentées en perspective par des images sur une surface plane. On peut en outre affirmer que de telles impressions, une fois dépassées, ne présentent plus un vif intérêt pour eux. Dès le début de sa seconde année, l'enfant n'est plus attiré avec la fascination propre aux périodes sensibles par les choses clinquantes, par les couleurs vives, mais plutôt par des petites choses qui nous échappent. On dirait que ce qui l'intéresse, c'est l'invisible, ce qui se trouve aux confins de la conscience. Je constatais pour la première fois cette sensibilité chez un enfant de 15 mois. J'entendais venir du jardin des éclats de rire inusités chez de ces jeunes enfants. Elle était sortie toute seule et s'était assise sur les briques de la terrasse. Tout près d'elle, il y avait un magnifique massif de géranium en fleurs, sous un soleil quasi tropical, mais l'enfant ne le regardait même pas. Il s'agissait donc d'une de ces énigmes enfantines. Je m'approchai tout doucement et regardai sans rien percevoir. Alors l'enfant m'expliqua dans un souffle une petite chose qui bouge. Je vis à l'aide de cette indication un objet imperceptible, presque microscopique, à peu près de la couleur de la brique, et qui courait rapidement, ce qui avait impressionné l'enfant. C'était qu'un être si petit exista, qu'il pût bouger, courir. Son étonnement lui procurait une joie brillante, plus grande que celle qu'on rencontre généralement chez les enfants. Et cette joie n'était nullement provoquée par le soleil, ni par les fleurs, ni par les couleurs. Une impression analogue me fut donnée par un enfant à peu près du même âge. La maman avait accumulé pour lui une véritable collection de cartes
illustrées en couleur. L'enfant prenait plaisir à me les montrer et transporta près de moi le volumineux paquet automobile. Me dit-il, compris pourtant qu'il s'agissait de me montrer l'image d'une auto. Il y avait une grande variété de belles images, résultant de l'intention maternelle d'apporter avec cette collection le plaisir et l'instruction à la fois. Il y avait là des images d'animaux exotiques, des girafes, des lions, des ours, des singes, des oiseaux et des animaux domestiques susceptibles d'intéresser un petit enfant. Des moutons, des chats, des ânes, des chevaux, des vaches et de petites scènes et des paysages où se trouvaient à la fois des animaux, des maisons et des personnages. Mais la chose curieuse, c'est que dans cette riche collection, manquait précisément l'automobile. Je ne vois pas d'automobile, dis-je à l'enfant. Alors il chercha une carte qu'il me présenta en disant triomphalement, la voilà. Il s'agissait d'une scène de chasse qui représentait au centre un très beau chien braque. Plus loin, en perspective, on voyait le chasseur, le fusil sur l'épaule, dans un coin très loin, une petite maison, et puis une ligne euh, sinueuse qui devait être une route, et sur cette ligne, un point obscur. L'enfant m'indiqua ce point du doigt en disant automobile. En effet, dans des dimensions presque invisibles, on pouvait reconnaître que ce point représentait une automobile. C'était donc la difficulté à le voir. C'était le fait qu'une machine pût être représentée en de ces petites proportions qui rendaient pour l'enfant l'image intéressante et digne d'être montrée. Je pensais que, sans doute, toute cette variété de belles choses n'avait rien apporté à l'enfant. Je choisis une carte qui représentait le long cou et la tête d'une girafe et je commençais à lui expliquer. Regarde le cou si lent, si curieux. Girafe, répondit sérieusement l'enfant, et je n'eus pas le courage de continuer. On dirait qu'il existe vers l'âge de 2 ans une période pendant laquelle la nature fait faire à l'intelligence des progrès successifs afin de lui faire prendre une complète connaissance de toutes choses. L'esprit de l'enfant est pratiquement inconnu des adultes. Il leur apparaît comme une énigme, parce qu'ils ne jugent que sous l'angle de l'impuissance pratique et non au point de vue de la puissance de l'énergie psychique en soi. Il nous faut penser qu'il existe une cause à toute manifestation de l'enfant. Il n'y a pas un phénomène qui n'ait si propre raison d'être. Il est bien facile de considérer que chaque réaction mystérieuse est un caprice. Ce caprice doit prendre à nos yeux euh, l'importance d'un problème à résoudre, d'une énigme à déchiffrer. Cette attitude nouvelle euh, représente une élévation morale pour l'adulte. Je citerai à ce propos l'histoire d'un groupe de dames. De dames réunies dans un salon. La maîtresse de maison avait gardé auprès d'elle son petit garçon de 18 mois, environ qui jouait tout seul bien tranquillement. On parlait de livres à l'usage des tout petits enfants. Il y en a de bien sots, disait la jeune maman. J'en ai un sous la main, intitulé Sambo. Sambo est un négrillon. Le jour de sa fête, ses parents lui firent divers cadeaux. Ils lui donnèrent
Le jour de sa fête, ses parents firent divers cadeaux. Ils lui donnèrent une ombrelle, une culotte, des bas, des souliers, une veste aux couleurs éclatantes et on lui préparait un bon déjeuner. Quand Sambo, impatient de se pavaner dans ses nouveaux atours, les revêtit et il s'en alla sans crier gare. Il rencontra des animaux féroces et il lui fallut, pour les amadouer, céder à chacun d'eux une partie de ses vêtements neufs. La girafe prit l'ombrelle. La girafe prit l'ombrelle, le tigre les souliers, etc. Et le pauvre Sambo retourna chez lui, tout nu et tout en larmes, mais tout fini dans le pardon et dans la joie autour de la table servie comme l'indique la dernière image. La dame montrait le livre qui passait de main en main quand on entendit l'enfant qui disait non, Lola. Surprise de tout le monde, voilà que se présentait une de ces énigmes enfantines. Et l'enfant répétait énergiquement son mystérieux nom Lola. Lola dit la mère. C'est le nom de la nurse qui n'est restée que quelques jours avec le petit. Mais l'enfant se mit à appeler plus fort cette Lola, d'une façon qui représentait bien le caprice à grand renfort de cris. Alors, on reprit le livre de Sambo et l'enfant indiqua la dernière image, non du texte mais de la couverture. Elle représentait la négrillon qui pleurait. Et l'on comprit que Lola, dans son langage enfantin, correspondait au mot espagnol Lora, qui signifie il pleure. En effet, la fin du livre ne représentait pas le bon déjeuner et la scène joyeuse, mais c'était sur le dos de la couverture. Sambo qui pleurait, personne n'avait remarqué. Personne n'avait remarqué cette image. Tout avait été logique dans la protestation de l'enfant quand la maman avait dit tout finit dans la joie. Pour l'enfant, il était évident que le livre finissait, au contraire, sur les larmes de Sambo. L'enfant avait mieux observé le livre que sa mère. Et le plus impressionnant était qu'un enfant qui ne parlait pas encore avait pu suivre tout le fil d'une longue conversation. La personnalité psychique de l'enfant est bien différente de la nôtre. Elle ne va pas graduellement du minimum vers le maximum. L'enfant qui voit les détails infimes, l'enfant qui voit les détails infimes et réels doit se faire de nous, qui voyons dans les images nos synthèses mentales. À lui, inaccessible, une idée d'infériorité. Il doit nous considérer comme des incapables, comme des gens qui ne savent pas regarder. Sans doute, dans son jugement, ne nous attribue-t-il aucune exactitude. Il nous voit passer avec indifférence, avec inconscience devant d'intéressants détails. S'il pouvait s'exprimer, il ne révélerait certainement qu'en son fort intérieur, il n'a aucune confiance en nous, pas plus que nous n'avons. D'ailleurs, en lui qui est étranger à notre façon de concevoir les choses. Et c'est pour cela qu'adultes et enfants ne se comprennent pas. Quand dans les crèches ou dans les classes élémentaires, les maîtres s'exténuent à parler d'un objet usuel à des enfants de 3 ou 4 ans comme si ceux-ci n'avaient
jamais rien vu et arrivé au monde à la minute présente. Il doit produire sur eux le même effet que produit sur un homme qui entend parfaitement celui qui le prend pour un sourd. Les gens hurlent et scandent leurs mots pour dire des choses déjà comprises. Au lieu de répondre, ils protestent en disant simplement je ne suis pas sourd. Dormir. Un autre chapitre intitulé Dormir. Dormir. Le conflit entre l'adulte et l'enfant commence quand celui-ci est arrivé au point de son développement où il peut commencer à agir. Personne auparavant ne pouvait complètement l'empêcher de voir ni d'entendre, c'est-à-dire de faire la conquête sensorielle de son monde. Mais à partir du moment où l'enfant agit, marche, touche aux objets qui l'entourent, voici que le tableau se présente sous un angle tout à fait différent. C'est alors que, en dépit de l'amour réel, profond, qu'éprouve l'adulte pour son enfant, un instinct de défense se dresse chez lui envers ce nouveau venu qui va bouleverser son univers. L'état psychique de l'enfant et celui de l'adulte sont si différents l'un de l'autre que la vie en commun est presque impossible si l'on n'a pas recours à certaines adaptations. Or, ces adaptations se font au complet des avantages de l'enfant, dont l'infériorité sociale est absolue, et la répression de l'enfant dans l'ambiance où règne l'adulte est fatale du fait que l'adulte, inconscient de cette attitude de défense, n'est conscient que de son amour et de sa généreuse abdication. La défense inconsciente n'affleure à la conscience que menu d'un masque. L'avarice, anxieuse de défendre les objets de l'adulte, devient le devoir de bien élever l'enfant. Et la crainte du petit dérangeur devient la nécessité de faire se opposer l'enfant. Dans le peuple, la mère se contente de se défendre avec force, talouche, cris et injures, expédiant l'enfant jouer dans la rue, sans préjudice des caresses expansives ni des baisers sonores, qui correspondent à la part d'amour. Les camouflages revêtent dans les classes plus élevées de la société des attitudes bien vues par celles-ci, telles que l'amour, le sacrifice, le devoir, le contrôle des actes extérieurs. Toutefois, les mères de ces classes-là ont d'autres moyens de se débarrasser de leurs enfants incommodes. Elles les confient à des nurses qui les emmènent promener. La patience, la gentillesse et jusqu'à la soumission des mères envers ces nurses sont une espèce de compromis tacite par lequel elles pardonnent et supportent tout à condition que l'enfant gêneur soit tenu à distance. Dès que l'enfant sortit victorieux de sa dès que l'enfant sortit victorieux de sa chrysalide, ayant réussi à animer ses instruments d'activité, jouit de sa victoire, le voilà qui rencontre la redoutable armée des géants qui lui barrent l'entrée du monde. Cette situation rappelle celle du peuple hébreu guidé par Moïse quand les souffrances éprouvées dans le désert semblaient vouloir se transformer en bien-être à l'approche d'une oasis. C'était la guerre qui les accueillait et le souvenir de la résistance des Amalécites contre le peuple errant emplit celui-ci d'une telle épouvante qu'il erra 40 ans dans le désert, où les siens s'épuisaient. C'est une loi de la nature. L'homme
défend contre l'envahisseur ce qu'il a réussi à établir chez lui entre les peuples. Cette loi prend une violence extrême, mais le besoin cruel qui donne son impulsion à cette défense reste caché dans les profondeurs de l'âme humaine. La manifestation la plus imprévue de cette loi se produit quand le peuple des adultes stabilisés défend sa tranquillité contre le peuple envahisseur des nouvelles générations. Le peuple envahisseur n'est pourtant pas foulé et combat désespérément parce qu'il combat pour son existence. Cette lutte masquée sous le camouflage de l'inconscient se livre contre l'amour des parents et l'innocence des enfants. Il est bien commode à l'adulte de dire l'enfant ne doit pas remuer, il ne faut pas qu'il touche à nos objets. Il ne doit pas parler, ne doit pas crier, il faut qu'il dorme et qu'il mange. Ou bien il faut que l'enfant sorte de la maison avec une étrangère sans amour, poussé par la force d'inertie, l'adulte prend la voie la plus pratique et fait dormir l'enfant. Personne ne doute que le sommeil ne soit utile, mais l'enfant est un être capable d'observation. Ce n'est pas un dormeur par nature, il a besoin d'un temps de sommeil normal. Et sans doute devons-nous le seconder scrupuleusement dans ce besoin. Il faut pourtant distinguer le sommeil normal de l'enfant du sommeil artificiel que nous provoquons chez lui. Il est bien certain qu'un être dont la volonté est puissante peut suggestionner un être faible. L'adulte qui endort l'enfant le suggestionne inconsciemment, représenté par les spécialistes comme les nurses. Il a, d'accord avec elle, condamné cet être si vif à dormir. Non seulement le petit bébé, mais l'enfant de 3 à 4 ans et davantage est également condamné à dormir au-delà de ses besoins. Les enfants du peuple courant toute la journée dans la rue, ne fatiguent pas les mères et échappent ainsi au péril du sommeil. Or, il est bien reconnu que les enfants du peuple sont moins nerveux que ceux des classes cultivées. Et pourtant, l'hygiène préconise les longs sommeils, faisant tout un panégyrique de la vie végétative. Je me rappelle un enfant de 7 ans qui me confia n'avoir jamais vu les étoiles, parce qu'on l'avait toujours fait dormir avant la tombée de la nuit. Il me disait, je voudrais rien qu'une nuit aller en haut d'une montagne et me coucher par terre pour regarder les étoiles. Beaucoup de parents se vantent d'avoir si bien habitué leurs enfants à dormir de bonne heure le soir qu'ils sont complètement libres de sortir. Le lit des enfants qui savent déjà se mouvoir seuls est une hérésie. Différent du berceau qui a sa beauté et son moelleux, différent du lit des grandes personnes fait pour s'étendre commodément et dormir, ce qu'on appelle le lit d'enfant est la première prison qu'offre la famille à ces êtres qui luttent pour leur existence intellectuelle. La haute cage de fer dans laquelle les parents les font descendre pour trouver le gîte forcé est à la fois une réalité et un symbole. Les enfants sont les prisonniers d'une civilisation construite exclusivement par l'adulte pour le bien de l'adulte, qui se resserre toujours davantage, ne laissant à la liberté de l'enfant qu'un espace progressivement réduit. Le lit de l'enfant est une cage surélevée afin que l'adulte puisse manier l'enfant sans avoir le mal de se baisser. Il peut ainsi abandonner cet être qui sans doute va pleurer mais ne se blessera pas. En fait, l'obscurité autour de lui, ainsi quand viendra le jour, la lumière ne le réveillera pas. Une des premières aides à la vie psychique de l'enfant est la réforme du lit et des habitudes relatives au long sommeil imposées. L'enfant doit avoir le droit de dormir quand il a sommeil et de s'éveiller quand il a fini de dormir et de se lever quand il le
quand il le veut. Aussi, conseillons-nous l'abolition du classique lit d'enfant et son remplacement par un matelas très bas recouvert d'une grande couverture sur lequel l'enfant peut se coucher et qu'il peut quitter à sa volonté. Bien des détails apparemment difficiles à résoudre peuvent trouver leur solution au moyen de réformes bien simples. Celle-ci est économique, comme toutes les réformes qui aident à la vie psychique de l'enfant. Celui-ci a besoin de choses simples, et le peu de choses qui existent pour lui sont compliquées d'obstacles contre sa propre vie. Beaucoup de familles ont adopté cette réforme. Les enfants vont spontanément se coucher le soir, tout joyeux, et le matin, ils se lèvent sans éveiller personne. Ces exemples prouvent combien l'erreur est profonde dans l'organisation de la vie des enfants et comme l'adulte, tout en se fatiguant pour le bien de l'enfant, va véritablement à l'encontre des besoins de celui-ci. Il faut donc que l'adulte essaie de l'interpréter. Il faut donc que l'adulte essaie d'interpréter les besoins de l'enfant pour les comprendre et les seconder en lui préparant une ambiance appropriée. C'est ainsi que peut s'ouvrir une ère C'est ainsi que peut s'ouvrir une ère nouvelle de l'éducation, celle de l'aide à la vie. Il faut clore l'époque où l'adulte considérait l'enfant comme un objet qui se prend et se transporte n'importe où quand il est petit, et qui, plus grand, n'a qu'à suivre et obéir. Il faut bien que l'adulte se persuade qu'il doit n'occuper qu'une place secondaire. Il faut qu'il s'efforce de comprendre l'enfant avec le désir de se faire son auxiliaire. Voilà l'orientation que devraient adopter les mères et les éducateurs. Si la personnalité de l'enfant qui est faible doit être aidée dans son développement par celle de l'adulte qui est puissante, il faut que celle-ci sache se faire indulgente et prenant comme point d'appui le guide que constitue pour lui l'enfant. Considère comme son propre honneur de pouvoir le comprendre et le suivre. إذن نرتاح شوية واحد الاستراحة خفيفة ثم نعود.